meilleur chemin pour faire de la croissance, pour aller chercher des clients, c'est d'abord d'offrir quelque chose, ce qui est hyper contre-intuitif en fait dans la vente. Dans la vente, on nous dit toujours, il n'y a rien de gratuit, tout est payant. Bonjour Romain. Bonjour Céline. Aujourd'hui, on est là pour parler d'open source, mais peut-être avant ça, une petite intro. Donc moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis entrepreneur dans le secteur de l'IA et de la data depuis 2018. Et aujourd'hui, j'ai une activité de conseil pour aider les entreprises ETI et PME surtout à développer des outils d'IA et de data dans un monde qui change. Et aussi, grâce à My Data Machine que j'ai cofondé en 2021, on fournit de la donnée de qualité et à grande échelle pour déployer des cas d'usage d'IA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Romain ? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle donc Romain Evin Sanoueza. Je suis entrepreneur dans la tech et la deep tech depuis une dizaine d'années. Et j'ai notamment cofondé StablerTech, qui est un outil d'extraction de données industrielles. Moi, j'ai une grosse spécificité sur l'acquisition, donc comment on va chercher son premier client, comment on structure un service commercial pour pouvoir scaler ensuite. Et actuellement, j'ai terminé des missions dans des entreprises qui faisaient de l'agentique, de l'automatisation. J'ai aussi une grosse couverture, un gros périmètre sur la partie LinkedIn, où j'essaye de lancer un podcast qui s'appelle On prend un café. Et également des solutions toujours liées à la technologie. Et donc, cette grande passion, c'est la vente. Qui est un domaine assez particulier en France. Voilà. Et quand est-ce qu'on s'est rencontrés ? Il y a déjà peut-être 4-5 ans, je pense. En fait, c'est assez génial. On s'est rencontrés lorsque j'ai cofondé Stabler avec Paul Mougineau et Anis Gandoura. Et tu nous as beaucoup aidés sur la partie service, parce qu'en fait, c'est assez essentiel aujourd'hui lorsque tu vends de la tech d'avoir aussi cette approche de service. Et donc, on avait fait un partenariat, du coup, My Data Machine, Stabler. C'est ça. Et on a fait pas mal de calls commerciaux ensemble, avec une bonne complémentarité à l'approche du coup des clients pour leur expliquer exactement ce qu'on faisait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme tu as une approche technique qui est très forte et que moi j'ai une approche acquisition qui est plus forte, la combinaison des deux, surtout à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment valuable pour aller chercher ses premiers clients ou ses clients. Et aujourd'hui, on va utiliser cette complémentarité, mais dans un autre sujet, l'open source. L'open source, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler de plus en plus. On connaît des cas qui ont très bien marché, Lovable par exemple. Aujourd'hui, on a aussi Probable qui utilise Scikit-learn qui est une librairie de data science. Il y en a d'autres, on va en reparler. Et c'était aujourd'hui l'occasion de faire un peu le point sur ces sujets-là, à la fois sur des stratégies de business qui mêlent open source et technologie propriétaire, mais aussi qu'est-ce que ça change dans l'acquisition. Exactement. Parce que c'est vraiment un changement de mindset qu'on va retrouver. Et peut-être aussi une approche un peu public versus privé, challenger un peu ce qui se fait et voir quelles opportunités ça peut nous ouvrir en tant qu'entrepreneurs en France, en Europe même, je dirais, pour élargir un peu. Pour compléter ton point, au-delà même d'une modification d'état d'esprit, c'est même de méthodologie. C'est-à-dire que là, la vente est en train de connaître des révolutions qui sont majeures dans la façon de vendre, dans la façon d'expliquer ce que l'on fait. Donc effectivement, tous ces sujets sont hyper d'actualité. Et j'espère qu'on vous donnera pas mal d'anecdotes et de choses intéressantes à réutiliser également. Premièrement, je voulais parler de deux cas un peu différents donc, qui mêlent open source et technologie, solutions propriétaires. Est-ce que tu connais Probable ? Est-ce que tu connais peut-être Scikit-learn ? Ouais, alors vraiment de nom, je les ai pas utilisés et je les utilise pas, mais je pense que tu peux nous en donner un peu plus de détails. Oui, alors en fait, Scikit-learn, c'est la librairie des data scientists. Donc tous les data scientists sont passés par Scikit-learn pour faire des modèles de machine learning. Alors ça te parle peut-être pas, mais tu vois, c'est du clustering, c'est du forecast, c'est de la régression linéaire. Et en fait, tous ces algorithmes sont développés par des chercheurs de l'INRIA et qui ont construit cette librairie qui s'appelle Scikit-learn. Et Probable a décidé de monter une boîte en développement des outils propriétaires, notamment Score, à partir de ce vivier de talents. Et tu vois, c'est toute une communauté finalement, et c'est une communauté européenne. Et il y a beaucoup de gens qui utilisaient Scikit-learn sans savoir que c'était européen. Donc eux, ils sont vraiment partis de la librairie open source, tu vois, qui a été créée il y a plusieurs dizaines d'années presque, voilà. Pour créer un produit qui est ensuite vendu. Ouais. Ok, d'accord. Et après, tu as l'approche inverse, je dirais. Donc par exemple Mistral, qui eux fondent leur boîte et lancent un produit en open source après,
comme stratégie finalement pour étendre leur business. Bon, c'est sûr que maintenant, avec les LLM, tous les grands acteurs ont leur plateforme, leurs produits en open source. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça va changer finalement dans la croissance d'un business. Dans la croissance d'un business, mais également dans la valeur associée de ton business. Parce que quand tu donnes quelque chose gratuitement, on n'est plus sur la même valeur. Toi, qu'est-ce que tu as observé un peu sur ces sujets-là? En fait, c'est vrai que depuis quelques années, au-delà de l'open source, la valeur d'un outil SaaS ou d'une plateforme a beaucoup évolué. On le remarque vraiment d'un point de vue marché, c'est-à-dire que comme tu le disais, aujourd'hui les entreprises peuvent commencer à tester un outil gratuitement, avoir également du support vis-à-vis de la communauté. Donc ce qui se passait avant où on venait, on vendait du SaaS, du professional services par exemple associé, ça existe de moins en moins. Donc ça a vraiment rebattu les cartes là ces 2-3 dernières années, notamment grâce à Mistral ou grâce à OpenAI par exemple, où on observe nous en tant que vendeurs que déjà les acheteurs B2B sont beaucoup plus éduqués qu'avant, qu'ils ont fait des tests en interne puisque toute la technologie est disponible et que du coup ça rebat aussi les cartes de la valeur d'un commercial et de comment il communique et comment il va chercher ses clients. Et donc, ouais. Mais justement, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, la valeur qui est là, c'est la valeur de la communauté. Parce qu'avant, en fait, on était obligé pour construire un produit de passer très longtemps à le faire. Et finalement, en fait, aujourd'hui, c'est plus simple de créer un produit. Enfin, on en parlera plus tard. Maintenant, il y a des outils comme Lovable. Mais finalement, avec de l'AI, moi, là, il y a quelques semaines, j'ai construit une appli, je vous en dirai plus bientôt, c'est encore un peu sous-marin, en un week-end. Et en fait, la valeur ajoutée, c'est pas forcément la tech, même si bien sûr, c'est finalement la tech qui va être utilisée après, mais c'est aussi et surtout la communauté, qu'est-ce qui en est fait, l'excitation, et finalement, c'est le rapport humain dans tout ça qui a de la valeur. Et donc, une boîte, à mon avis, comme Mistral, elle a tout intérêt à se dire « Ok, je veux créer une communauté, donc je vais lancer mon produit en open source et c'est comme ça que je vais avoir touché une communauté. » Et à l'inverse, donc Probable qui se sert en fait d'une communauté déjà existante en se disant « En fait, je vais capitaliser sur une communauté déjà très existante, très forte. » très soudée et en fait m'en servir pour lancer un produit, comme ça je vais pouvoir gagner du temps finalement dans ma commercialisation parce que j'aurai déjà des évangélisateurs. Des ambassadeurs. Des ambassadeurs, ouais, c'est ça. En fait, dans ce que tu dis, moi je vois 2 points. Le premier, c'est que tu peux construire une tech ultra rapidement. Là, avec Anthony Martin, on a créé Reason.ai, qui est un outil, une sales tech, en 2 semaines top chrono, grâce à Inuiten. Ça, il y a encore 2 ans ou 3 ans, ça aurait été impossible. Et tu as tout à fait raison sur un truc, c'est que nous, qu'est-ce qu'on va injecter dans cette technologie? C'est de l'expérience. Donc, c'est des best practices, mais c'est basé uniquement sur l'expérience. Et la deuxième chose, la vente ne se fait que à partir du réseau. C'est-à-dire que tes premiers utilisateurs, ça va être les gens que tu contactes sur LinkedIn, donc l'audience. Donc, il faut avoir fourni du contenu de qualité pour montrer ton expertise et ton autorité pour pouvoir vendre ce produit. Donc ça, déjà, comme tu le disais, construire une tech en 2 semaines, 2 jours, 3 semaines, c'est possible. Donc on peut aller faire du go-to-market tout de suite. Et ça, pour un sales, c'est quelque chose qui n'existait pas avant en fait. D'abord, on passait 6 mois à construire le produit, on faisait un peu d'itération, il y avait quelques bêta-testeurs et ensuite on faisait le lancement entre guillemets officiel. Aujourd'hui, en fait, on lance le logiciel direct. Moi là, actuellement, je fais beaucoup d'interviews pour fine-tuner le site web et la technologie. Et ces fine-tune de tech, en fait, ils prennent quelques heures, quelques minutes grâce à Inuiten, grâce au vibe coding. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur l'aspect peut-être communautaire, en fait, c'est quelque chose que les seniors avaient déjà bien implémenté dans leur façon de construire des relations commerciales. Et peut-être que nous, qui sommes un peu plus jeunes, on avait un peu écarté un peu ce volet. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus valuable d'aller dans un événement, de créer mon podcast, de créer du contenu de grande qualité qui apprend des choses aux gens ou qui clive les gens, que de faire du cold calling, d'envoyer des messages templétisés qui n'ont plus vraiment de sens. Donc, il y a vraiment un changement majeur dans la façon d'aller acquérir ses premiers clients. Tout à fait aligné avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que
Et tu vois, il y a quelques années, en 2018, j'avais créé ma première startup qui s'appelait Eva Engines. Donc, c'était un produit je me souviens. Où tu passais du dessin d'un vêtement au double digital avec de l'IA générative. Et en fait, maintenant que je réfléchis, si je voulais à nouveau lancer ce business, je me dirais, mais je vais lancer une solution open source. Je vais lancer une solution open source et par-dessus, je vais construire une solution, un service qui sera payant, bien sûr, mais déjà pouvoir créer une communauté autour de ça. Mais pourquoi je ne l'avais pas fait il y a quelques années? C'est parce que c'était super cher, en fait. Moi, à chaque fois que je faisais un appel à mon modèle, ça me coûtait de l'argent, tu vois. Alors que maintenant, grâce aux dernières avancées, tu vois, en termes d'IA et en termes d'infrastructure, tu peux faire tourner des modèles sur des CPU plus facilement. Tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher des GPU, donc des cartes graphiques qui vont te coûter beaucoup plus cher. C'est clair. Et donc, tu peux sortir un produit gratuit en open source pour beaucoup moins cher. Bon, après, tu peux toujours publier ton repo et ton code sur GitHub et dire voilà mon code, allez-y si vous voulez, même si tu fais pas forcément tourner la solution. Mais alors dans ce que tu dis, moi je trouve ça totalement incroyable, c'est que en fait aujourd'hui, pour les gens qui sont en train de créer du SaaS, peut-être que le meilleur chemin pour faire de la croissance, pour aller chercher les clients, c'est d'abord d'offrir quelque chose, ce qui est hyper contre-intuitif en fait dans la vente. Dans la vente, on nous dit toujours, il n'y a rien de gratuit, tout est payant. Que ce soit un POC, un POV, un pilote. On me l'a dit tellement de fois. Voilà. Et là, on est en train de revoir tout ça en disant non, en fait, tu vas tester gratuitement un outil parce que ça ne me coûte plus rien. Ça ne m'a rien coûté pour le développer. Ça ne me coûte rien que tu puisses l'utiliser. Mais en parallèle de ça, je vais te vendre du service associé assez cher. Et d'après ce que moi, j'ai entendu sur le marché, des acteurs comme Mistral ou d'autres, ça a l'air d'être vraiment la stratégie de croissance que beaucoup d'entreprises dans le SaaS sont en train de mettre en place. C'est-à-dire, je te vends des jours hommes très très chers. Par contre, tu as accès à la technologie. Et si on en revient notamment à N8N, où tu peux carrément, entre guillemets, télécharger en on-premise la solution, le tester chez toi sur un département et ensuite faire appel à un commercial pour ajouter cette couche de service. Mais il faut savoir que sur ces 25 dernières années, c'est absolument pas la façon dont on a vendu, que ce soit Stabler Tech, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, avec un abonnement payant. Mais si je t'écoute, ça veut dire que Stabler Tech, là, peut-être qu'un relais de croissance qui serait intéressant sur cette boîte, c'est de le rendre complètement gratuit, de le donner à la communauté et de vendre du service complètement associé. Totalement, parce qu'en fait, ce que tu te rends compte aujourd'hui, c'est que l'IA seul, donc le modèle d'IA seul, ou donc dans certains cas, on ne parle même pas d'IA. Bon, là, moi, je me réfère à ce que je connais. Les modèles d'IA, notamment, n'ont pas la valeur à eux seuls, mais que la valeur, c'est déjà d'avoir… Donc, tu as une partie… Donc là, je me réfère aussi à My Data Machine et notre activité. Une partie data. Sans la data de qualité qui correspond à ton cas d'usage, ça va être très dur d'avoir de la valeur d'un modèle d'IA comme ça, boum, parachuté sur ton workflow, sur ton travail. Et un process de scaling. Et en fait, les entreprises aujourd'hui, les grandes entreprises, elles ont besoin de créer un process qui va les aider à déployer. Et en fait, pour déployer une technologie, c'est là où tu as besoin de services, c'est là où tu as besoin d'experts qui peuvent t'aider à mettre en place un process qui te permet de déployer à grande échelle, petit à petit, et de manière sécurisée. Et avant ça, de personnaliser en fait le software, la solution, l'IA, le modèle, à ton cas d'usage, à toutes tes spécificités. Et c'est là où c'est… Voilà, donc je pense que là où on a vraiment besoin de l'humain, ça va être sur la partie création de données et le scaling notamment. Ouais, alors ça, je pense que tu as tout à fait raison sur ces deux points. C'est sur la valeur de la donnée. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on nous parle de data et que on dit la data, voilà, elle doit être comme ci, comme ça. Et là, moi, je vois quand même beaucoup d'entreprises qui reviennent à ça en disant nous, au-delà d'un service ou d'un produit, c'est la qualité de la donnée qu'on va venir vous offrir. Ça rebat aussi une écart d'une façon, je trouve, assez intéressante. Parce qu'il va falloir retravailler entre guillemets pour moi les basiques, et ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des anciennes boîtes dont on entendait moins parler ces derniers temps qui vont revenir sur le devant de la scène, parce que si, comme tu le dis, c'est facile d'employer un modèle algorithmique, un LLM dans ton entreprise et que la valeur elle est plus dans l'outil mais dans la data que tu dois utiliser, ça va faire revenir des boîtes. Et quand tu parlais de déploiement, c'est toute la problématique que rencontrent la plupart des grosses boîtes aujourd'hui en France. C'est qu'on leur dit faites de l'automate, faites de la robotisation, faites de l'IA, mais ensuite quand il faut déployer, c'est extrêmement complexe. Je sais que le Crédit Agricole, c'est une des boîtes qui est la plus poussée dans ce domaine, notamment dans l'automate.
ils ont une trentaine de workflows qu'ils arrivent à intégrer chaque année. Ce qui peut paraître énorme, mais ce qui en fait est très peu. Donc, je pense que là, la valeur ajoutée pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui, c'est OK, tu as acheté un produit ou tu l'as testé. Maintenant, je te vends un service associé pour éviter que ça reste, comme on dit souvent, tu sais, sur un bureau et que ce soit jamais utilisé. Et ça c'est le plus gros problème qu'on rencontre actuellement. C'est des gens achètent du N8N, ce que tu veux, mais en fait, ensuite, il n'y a pas vraiment de cas d'usage qui sont développés en interne. Donc, il n'y a pas de déploiement et du coup, le ROI n'est pas bon. C'est ce qu'on entend aujourd'hui d'un point de vue marché. Beaucoup d'entreprises du CAC 40, du SBF 120 n'arrivent pas à héroïser en fait leur outil d'automate ou leur outil d'agentique. Et ça, c'est une vraie grosse problématique. Et pour moi, vraiment la réponse que j'ai quand je vois des dirigeants qui me disent et le ROI, pourquoi il est aussi bas par rapport à ce qu'on a prévu, je leur dis, mais en fait, regardez la R&D. En fait, la R&D à la base, pas dans le secteur de l'intelligence artificielle, mais dans en général, il y a le R, mais il y a aussi le D. Le développement, le test, on va tester, on va retester jusqu'à ce qu'on soit sûr de notre produit, de notre process, ça peut être la création de nouvelles montures, de nouveaux produits, etc. Comment est-ce qu'on va être sûr de la fiabilité du produit? Et c'est pareil dans la tech finalement. Il y a aussi ce côté développement, test et mise en production, mise à l'échelle. Donc, tu es en train de dire, parce que ça, c'est hyper fort ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire qu'aujourd'hui, des entreprises vont acquérir un LLM, par exemple, mais ce qu'on doit leur demander, c'est de ne pas avoir de ROI sur cette technologie qu'ils vont acquérir pendant 1 ou 2 ans, parce qu'on va faire d'abord de la R&D sur leur cas d'usage, et d'ici 1 ou 2 ans, ils auront du ROI. C'est ça un peu l'approche? Je suis pas en train de dire ça, mais c'est bien que tu soulèves ce point. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'IA, ça demande de l'investissement, mais il y a possibilité d'aller chercher des cas d'usage qui vont produire des ROI rapidement. Ah oui, ça je suis d'accord. Et par contre, il faut y aller étape par étape. Et donc, si on souhaite déployer directement le gros cas d'usage, c'est pas la bonne approche parce que justement, il faut qu'on teste sur des plus petits scopes et petit à petit, on pourra arriver à un déploiement, tu vois, d'une solution un peu plus importante. Donc en fait, je dis ROI, si on pense l'avoir direct en mettant un gros investissement, non, parce qu'il faut y aller vraiment étape par étape et se dire quelle est la première marche que je peux faire pour mon business pour avoir un retour sur investissement avec une techno, mais en pouvant mesurer, tester, ajuster pour la suite. Et ensuite, sur la deuxième marche, tu vois, remettre une partie d'investissement, mais s'assurer aussi du ROI et ajuster en fonction des premiers résultats. Voilà, je sais pas si ça te un peu plus clair. Si. Tu vois, dans l'ancienne entreprise là où j'ai effectué une mission qui fait de l'agentique et de l'automatisation, on avait souvent l'habitude effectivement de fonctionner de cette façon par des sessions d'idéation. C'est-à-dire qu'on va partir de l'ensemble des outils que tu utilises au quotidien pour créer des workflows d'automatisation sur lesquels on va pouvoir mettre à la fois un ROI, mais aussi une difficulté de déploiement. Donc ça, je suis totalement d'accord. Après, le Gartner dit que de toute façon, chaque opérateur dans une entreprise, 10 à 15% de ses opérations peuvent être déjà automatisées. Donc je pense qu'il y a ce premier niveau, ces 15%-là, et qu'ensuite tu vas créer, dans un deuxième temps, effectivement, une stratégie de déploiement sur de nouveaux cas d'usage. Mais il y a déjà des cas d'usage qui sont déjà ultra connus, tu vois, sur des départements finance, marketing, même vente. En fait, il y a déjà des workflows. Enfin, tu dois en utiliser. Moi, j'en utilise déjà, que ce soit dans la création de contenu, dans la réponse à des mails, sur l'aspect financier. Aujourd'hui, tout est automatisé. La comptabilité, il n'y a plus vraiment besoin d'avoir une action humaine. Et donc, ce que tu dis, c'est de le faire en plusieurs étapes. En fait, je dirais que justement, la technologie, ça nous offre cette possibilité de le faire en plusieurs étapes qui ont des ROI petit à petit, mais qu'il faut mettre en place un process de test comme on le mettrait dans l'industrie plus classique. Ok, d'accord. Et que c'est pas vraiment plug and play, tu vois, pour beaucoup de solutions. Oui, mais ça, c'est problématique. Parce que toutes les entreprises, regarde, donc moi, je fais de la vente B2B SaaS complexe depuis plus de 10 ans. C'est ce qui te demande au premier rendez-vous. Je veux du ROI. Si j'intègre, qu'est-ce que je gagne? C'est une philosophie qui va être très difficile à transformer, je pense. Quand tu rencontres aujourd'hui un CTO ou un RSSI d'un très grand groupe, la première chose qu'il va te dire, c'est je dois, pour mon COMEX, mon CODIR, expliquer le ROI sur l'acquisition de ta technologie. Donc, lui dire, il n'y a pas de problème, on va faire des tests, on verra bien, puis dans 6 mois, on aura construit un simili de ROI.
pour eux, c'est très difficile à entendre, pardon, parce que pendant des années, tu vois, quand je travaillais dans la cybersécurité, on était capable vraiment de donner un ROI. Non, mais je pense qu'il le faut le ROI. Mais c'est plutôt, tu vois, des scopes qui vont aller en grandissant et que tu commences par un scope plus petit. Donc, tu peux appeler un premier scope test, tu vois. Mais c'est en fait une V1 qui va prendre un certain scope, qui a déjà un ROI, et ensuite, tu arrives sur une V2, V3, etc. Et c'est comme ça que je vois finalement le déploiement d'une solution, tu vois, à grande échelle sur une entreprise. Par exemple, tu vas pas commencer à déployer une solution sur tous tes employés. Tu vas commencer par un département, une équipe, et en fait, après, avec ce premier succès, tu vas dire, je vais pouvoir aller voir et convaincre d'autres champions dans ma boîte, d'autres départements, et petit à petit embarquer, tu vois, toute l'entreprise. Ça demande dans ce cas, et ça rapproche de ce que tu disais avec l'aspect communautaire, ça veut dire que dans le SaaS, il va falloir complètement revoir tous les modèles de pricing qui existent parce qu'ils sont plus actuels. Ça veut donc dire qu'il va falloir aussi offrir de la tech à plusieurs moments dans le cycle de vente, ce qui était complètement contre-intuitif avant, et construire des ROI rapides sur un département. Ça, tu vois, ça me paraît être des choses qui sont assez complexes pour les vendeurs actuels. Nous, on a plus l'habitude justement de venir en disant « je vais implémenter 50 workflows et ça va te donner ce ROI ». Et on appuie et on touche tous les départements. Mais en combien de temps? 6 mois, 1 an. De toute façon, c'est des projets qui sont de long terme. Les premières étapes, tu vois, il faut qu'elles soient échelonnées pour mesurer et tester et ajuster, tu vois. En fonction de ça, mais c'est vrai que là, je parle peut-être plus d'un point de vue technique. Après, c'est sûr que, bien sûr, quand tu veux lancer un projet, il te faut la vision globale à ce que tu veux viser et le ROI que ça t'apporte. Et ensuite, techniquement, dans ton projet, comment tu le découpes pour arriver à ce ROI global qui est vendu et qui est atteignable, mais que si tu vas méthodiquement en suivant un process de déploiement petit à petit. Parce que la projection, c'est hyper important pour ces décideurs. Ils ne peuvent pas choisir ta techno aujourd'hui et en changer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. De toute façon, moi, je pense que les ROI qui étaient promis, ils sont vrais, tu vois. C'est des ROI atteignables. Mais le point, c'est si on les a pas atteints, pourquoi, tu vois? Et pour moi, c'est le process de mise en place et de passage à l'échelle qui n'a pas été mis en œuvre de la bonne façon. Je pense effectivement que tu as totalement raison dans le sens où on ne peut pas vendre un projet sans voir le ROI global sur le projet. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Tu ne vas pas dire « Ok, je veux intégrer cette technologie, mais juste pour une équipe de 5 personnes alors que j'ai 5000 employés. » quoi. Ça n'a aucun sens. Et puis surtout, comme les acheteurs IT sont de plus en plus éduqués et ont de plus en plus accès à l'information, moi, je l'ai vu dans des grands groupes, ils sont capables de calculer l'EBITDA, par exemple, sur une technologie dans un département en quelques mois. Donc, eux-mêmes arrivent à faire ces calculs. Projeter sur les prochains mois, prochaines années, quoi. Ils arrivent à le faire eux-mêmes et ça remet en cause aussi l'aspect marketing, parfois, tu sais, de certains sites web qui disent « je vais te faire du x5, du x10, du x15 ». En fait, ce que l'on se rend compte, c'est que dans les grands groupes, ils sont capables de faire les calculs aujourd'hui. Oui. Donc ça, moi, je pense que ça apporte de l'excellence aussi au niveau commercial, tu vois. Tout à fait. Ça change vraiment le métier. Tu peux plus être sur juste sur de l'approximatif ou alors de la projection d'un rêve ou d'une promesse. Avant, c'est ce qu'on pouvait faire. Faire une promesse à un prospect, c'est quelque chose qui était possible. Non, justement, il faut mettre en place un process de succès qui n'est pas du tout approximatif. Et on y va étape par étape et en même temps voir les projections, les chiffres de long terme. Je te rejoins tout à fait.